Bonjour à tous et à toutes. Nous nous allons commencer la table ronde finale que je suis chargé de modérer et d'introduire. Donc, je suis Emmanuel Blanchard et je parle au nom de mes engagements au sein du GISTI et du réseau Migre Europe, engagements qui m'ont conduit depuis une quinzaine d'années à m'intéresser à cette question de l'externalisation. Je présenterai les intervenants et les intervenantes à la suite de cette courte introduction. Donc la table ronde, vous l'avez vu, elle a été intitulée « L'asile hors les murs, l'OFPRA au service de l'externalisation ». Comme ça a déjà été noté à la table précédente, le GISTI a manifestement un problème avec les points d'interrogation, puisque le point d'interrogation ici est placé après l'asile hors les murs, et on ne se questionne pas sur le fait de savoir si l'OFPRA est ou non au service de l'externalisation, alors que c'est bien l'enjeu du débat, c'est justement d'essayer de comprendre jusqu'à quel point un certain nombre de missions extérieures, généralement appelées missions foraines de l'OFPRA, peuvent être ou non considérés comme participants de dispositifs, de processus d'externalisation. Et donc, je vais commencer par vous présenter ce qu'a été justement le projet de cette table ronde. Le projet de cette table ronde est né à la fin de l'année, alors il s'ancre, on va dire, plutôt qu'il est né à la fin de l'année 2017, quand la médiatisation des missions foraines de l'OFPRA en Afrique, au Tchad et au Niger, a généré tout un ensemble d'articles où la parole officielle, en particulier celle du directeur de l'OFPRA, Pascal Brice, était très abondamment reprise. Et il disait « Nous inventons là un dispositif qui a le double but d'offrir l'asile en France à des Africains qui en ont besoin et de montrer qu'il n'est pas utile de prendre la mer puisqu'une voie légale fonctionne. » Donc, d'une certaine façon, montrer que l'OFPRA prenait en charge une mission à la fois de défense des droits et une mission humanitaire. Et le GISTI, dans un éditorial de la revue Plein Droit de décembre 2017, s'interrogeait, cette fois vraiment avec un point d'interrogation, mais qu'est allé faire l'OFPRA au Tchad? Puisqu'il semblait aux rédactrices et rédacteurs de cet éditorial qu'il pouvait être surprenant de présenter comme une nouveauté un dispositif qui, a priori, existait depuis des décennies, qui était le dispositif de réinstallation. Et un dispositif qui existait depuis des décennies, sans devoir forcément s'appuyer sur les offices nationaux d'asile, puisque la détermination, l'éligibilité à l'asile était supposée être prise en charge par le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Et donc, cet édito était une bouteille à la mer, et nous n'avons bien sûr pas reçu de réponse de l'OFPRA directement. Et donc, nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant, dans le cadre de cette table ronde, d'inviter le directeur de l'OFPRA, qui avait accepté, très rapidement d'ailleurs, de participer à cette table ronde, et qui en a été empêché pour un tas de raisons, dont celle que vous connaissez, une sorte de vacances actuelles, pour le dire relativement vite, mais qui a quand même accepté de rencontrer un certain nombre de personnes du GISTI pour discuter de ces questions. Et donc cette table ronde vise avant tout à partager certaines des réponses qui ont été apportées et qui ont été entendues par certains et surtout certaines des participantes à cette table ronde, mais aussi de soulever des questions toujours pendantes. Et pour aider à soulever ces questions toujours pendantes, je commencerai par rappeler, vous le savez tous au terme de la journée, vous le saviez avant, qu'est-ce que la réinstallation? Vous savez tous que c'est une des 3 solutions durables prônées par le HCR pour les personnes ayant connu une première situation de refuge, puisque c'est en général des personnes qui sont dans des camps. Et on pourrait dire que, très vite, et comme je l'ai dit, je ne suis pas juriste, et donc je dirais très vite qu'en première analyse, la réinstallation n'est pas de l'externalisation, tout simplement parce qu'elle a été mise en œuvre dans des conditions à des époques où à la fois le terme d'externalisation et les politiques d'externalisation n'existaient pas encore.
Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'au travers d'un certain nombre de missions foraines, d'un certain nombre de missions extérieures de l'OFPRA, mais on aurait pu le faire sur un certain nombre d'autres offices nationaux, mais qui médiatisent moins et qu'on connaît moins bien, est-ce qu'on n'assiste pas à une forme de dévoiement de la réinstallation? Et je m'expliquerai rapidement comment les trois formes de missions foraines peuvent soit être considérées, et je parle ici en tant que militant, et on nuancera tout cela au fur et à mesure des débats, soit être considérées comme des dévoiements de la réinstallation, soit être des formes plus directes d'externalisation. Puisqu'effectivement, si l'on veut bien comprendre ce que va faire l'OFPRA à l'étranger, il faut bien avoir en tête que la mission au Tchad, à la fin de l'année 2017, n'était absolument pas la première mission extérieure de l'OFPRA au cours de l'année 2017. En gros, en 2016-2017, l'OFPRA a mené 50 missions foraines ou 50 missions extérieures dans des pays aussi divers que le Liban, la Jordanie, la Turquie, le Niger, la Grèce, le Tchad, et j'en oublie peut-être, je n'ai pas prétention à dresser l'ensemble du tableau. Je n'ai pas non plus cherché comment la statistique avait évolué au cours de l'année 2018, ce qui doit être assez facile à trouver d'ailleurs, ce sera facile à trouver dans le prochain rapport annuel de l'OFPRA. Et si on veut un peu clarifier ces missions, et ça nécessite d'être clarifié, il faut en distinguer trois sortes. Il y a trois sortes de missions. Il y a celles, effectivement, qui ont attiré encore plus notre attention, celles du Tchad et du Niger, puisqu'a priori, elles s'apparentent le plus directement à des missions de réinstallation. C'est-à-dire qu'on est dans le cadre où l'OFPRA s'en va dans des régions où des demandeurs d'asile sont accueillis dans des camps, des demandeurs d'asile qui ont déjà été identifiés, qui ont fait l'objet de première inscription sur des listes de réfugiés par le HCR, et des demandeurs d'asile qui pourraient être réinstallés. Or, ces personnes, alors qui ne sont pas d'ailleurs des demandeurs d'asile exactement au sens juridique du terme, ces réfugiés, puisqu'ils sont déjà réfugiés, pourraient être réinstallés sans qu'il y ait besoin d'une mission foraine de l'OFPRA. Et il existe encore aujourd'hui très peu d'États qui prennent en charge cette réinstallation sans entrer directement dans le cadre des missions foraines. Il me semble que, par exemple, la Grande-Bretagne réinstalle sans envoyer son office national, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de pays réinstallent en envoyant leur office national. Vous me direz, est-ce qu'on n'est pas là dans des analyses un petit peu détaillées, un petit peu soupçonneuses? Or, on est là au cœur de ce qui a été l'enjeu de la création du HCR et de la protection internationale, c'est qu'un certain nombre d'États n'ont jamais accepté que la détermination soit une détermination qui soit faite au nom des textes internationaux et par un organisme international. Et donc, notamment des États européens, la France en premier, dès 1952, ont construit des offices nationaux qui ont été chargés de appliquer, mais à une sauce nationale et souveraine, je le dis trop vite, mais c'est quand même un peu cela, les textes internationaux. Il faut savoir que la Belgique et les Pays-Bas, par exemple, jusqu'en 1975 et 1985, sont passés par un processus de détermination, qui est un processus de détermination par le HCR, et non pas par des processus, par des offices nationaux, pour l'asile sur place. On parle ici de l'asile sur place. Et jusqu'il y a des années récentes, sur la réinstallation, il n'y avait pas d'intervention des offices nationaux. Et donc là, on voit apparaître, et l'OFPRA y participe, et on voit très bien dans la façon dont les missions se sont construites, une réintroduction de la souveraineté et des gouvernements dans la détermination des statuts des personnes qui pourtant sont au loin. Le deuxième type de mission qui est mis en œuvre par l'OFPRA sont des missions qui sont des missions dans le cadre de ce qu'on a appelé la relocalisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque vous l'avez vu à la fois ce matin et dans l'exposé de Claudia tout à l'heure. L'OFPRA a refusé d'intervenir dans les hotspots, ça a été fortement médiatisé. En revanche, elle intervient pour relocaliser en allant faire des entretiens de détermination, à Athènes notamment, et vous connaissez à la fois le succès et l'échec de la relocalisation selon qu'on prend les objectifs affichés ou les objectifs qui étaient plus latents. Le troisième type
de mission de l'OFPRA, c'est un type que je ne saurais pas caractériser, parce que pour le coup, on est dans l'invention au fur et à mesure où les États n'assument plus leurs obligations internationales, notamment de sauvetage en mer. Ce sont les missions que je qualifierais de missions boat people, c'est-à-dire un navire erre de port en port pendant des semaines, et au bout d'un moment, quelques États disent hors des questions de les accueillir chez nous, mais si on trouve un port d'un État qui n'est pas assez puissant ou qui veut se donner un vernis humanitaire et qui dira on va accueillir le navire, on viendra participer à une mission de partage. Ici, on est hors de tout cadre international ou européen du point de vue de la détermination, mais il n'en reste pas moins que l'OFPRA a été très engagée dans ce type de mission, avec des missions notamment à Malte et à Valence en Espagne, pour répartir quelques centaines ou quelques dizaines de personnes qui erraient en mer et n'arrivaient pas à faire valoir leurs droits, à la fois à être sauvés et à poser une demande d'asile. Alors pourquoi traditionnellement, dirais-je, puisque c'est des positions qui sont affirmées notamment au GISTI depuis le début des années 2000, autour des années 2005, une forme de soupçon vis-à-vis de toute mission qui consiste à délocaliser des processus qui pourraient être effectués sur place. Typiquement, un processus de détermination du statut de demandeur d'asile. Je distinguerai trois thèmes qui rendent un certain nombre d'associations opposées ou soupçonneuses vis-à-vis de ce type de mission. Le premier, et peut-être le plus fondamental, c'est qu'à partir du moment où les offices se déplacent, ce ne sont plus les demandeurs qui se déplacent. Or, le premier droit d'un demandeur d'asile, c'est de celui, non pas d'avoir une véritable liberté de circulation, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en tout cas de pouvoir franchir un certain nombre de frontières sans document de voyage. Donc on prend acte ici que ce droit, aujourd'hui, a été entravé et empêché. On a dit que les personnes ne pouvaient plus venir en avion, mais elles ne peuvent plus venir autrement, et il y a l'espoir qu'elles ne bougent plus, ces personnes, et que l'assignation à résidence se fasse aussi dans les camps de réfugiés. Et donc ça, c'est un point extrêmement important, puisque ça nous fait passer d'une logique qui est une logique de droit à une logique de secours. Ça fait passer d'une logique de convention internationale à une logique humanitaire. Et quelque part, ici, on voit bien que dans le secours, dans l'humanitaire, on a bien une négation des capacités d'action et des possibilités, pas simplement de se déplacer, mais principalement de se déplacer, des demandeurs d'asile. Et donc, dans cette articulation entre l'actage, je suis désolé de ce néologisme, le fait d'acter qu'un certain nombre de personnes ne peuvent plus passer les frontières et ne peuvent plus exercer le droit à quitter tout pays, y compris le sien, on rabat sur une logique qui est une logique purement humanitaire, où ce sont les États qui offrent et non plus les États qui sont obligés par le droit international. Le troisième point, c'est qu'il y a le risque que ce type de procédure entraîne l'affaiblissement de la procédure et des droits qui sont supposés être garantis aux demandeurs d'asile. Et nos quatre intervenants, en fonction d'expériences qui sont différentes, vont essayer de répondre de leur point de vue. Jusqu'à quel point ces logiques sont des logiques soupçonneuses ou jusqu'à quel point ces logiques sont des logiques que l'on peut mettre au jour dans une partie au moins des missions foraines de l'OFPRA. Donc en prenant dans l'ordre de la table, Christine Martineau, avocate au barreau de Paris, qui depuis des décennies défend depuis quelques années. Tu as vieilli, là. Mais non, mais je m'ai même dit que je m'intéressais à ces questions depuis 2 décennies. 2 décennies, ça fait des décennies. Voilà, tout de suite. Pour moi, c'était un vrai compliment. Hein. Ouais, non, mais... Donc, il n'a pas découvert l'externalisation ces dernières années, qui a elle-même beaucoup voyagé et fait beaucoup de missions pour un certain nombre d'ONG, nous répondra plus particulièrement sur comment ces missions influent sur les droits individuels des demandeurs d'asile et la qualité de la procédure dont ils peuvent se prévaloir. Jean Matringe
professeur des universités en droit public dans cette maison, pourra notamment partir de la connaissance des textes internationaux pour voir comment ces arrangements entre États, puisqu'on est bien dans la logique qui a déjà été divulguée dans la première partie de cet après-midi, comment ces arrangements entre États, d'une certaine façon, contribuent à un contournement ou à un affaiblissement de certains textes internationaux. Catherine Teul, vice-présidente d'Euromed Droit, vice-présidente depuis peu, je ne m'aventurerai pas à qualifier... Depuis 6 mois, effectivement. Mais qui a auparavant été vice-présidente d'autres grandes associations de défense des droits humains et qui s'intéressent à ces questions de longue date aussi, pourrait axer justement sur comment les objectifs initiaux de la réinstallation dans la logique HCR sont relus à la moulinette de logique européenne et de logique étatique. Et Julia Pasquale, que vous avez tous et toutes dû lire, est journaliste au Monde. Elle vient de publier une série de 8 articles intitulés, je crois, « Migrants terminus Niger », la série, avec un titre pour chacun des 8 articles, où elle a notamment suivi une mission, mais c'est juste une toute petite partie de son travail au long cours, suivi une mission foraine de l'OFPRA au Niger, et elle pourra notamment, mais pas seulement, nous donner des éléments sur comment ça se passe concrètement, cette procédure délocalisée. Et pour lancer les débats, qui ne sont pas faciles à organiser parce que la table est tous au front, je jetterai une première question dont se saisira qui veut avant que les échanges se nouent. Et d'ici une demi-heure, nous redonnerons la parole à la salle pour d'autres types d'interactions. Alors la première question, qui est très générale, c'est justement entre l'affichage humanitaire des missions foraines, qui sont supposées rendre effectif le droit d'asile, et les craintes exprimées notamment par le GESTI ou Migre Europe, crainte que les externalisations entravent le premier droit des demandeurs d'asile, notamment celui de franchir les frontières pour déposer leur demande d'asile. Comment situez-vous l'action récente de l'OFPRA, justement? Est-ce que, in concreto, les propos de Pascal Brice sont vérifiés, c'est-à-dire que d'une certaine façon, on a l'ouverture d'une nouvelle voie qui permet de protéger de nouvelles personnes, ou est-ce que si on considère cette nouvelle voie comme faisant système avec d'autres dispositions, c'est plutôt une voie qui va refermer d'autres portes? Oui, enfin, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Donc, ce serait humanitaire versus asile, un asile qui serait noble, puisque peserait sur l'État une obligation. En fait, je ne sais pas si cet asile n'est pas un fantasme. Et s'il a vraiment existé, en tout cas, je ne crois pas que cet asile derrière lequel on court soit ce qui était prévu en 1951. En 1951, on a voulu régir une crise géopolitique très particulière. Et en ce sens-là, je ne crois pas que la Convention de 1951 changeait beaucoup des conventions antérieures à la guerre. Alors effectivement, cette fois-ci, on ne visait pas un type de réfugiés, mais parce qu'il y en avait plein au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et qu'on ne pouvait pas tous les lister dans un même intitulé. Et je crois qu'en fait, là où il y a eu un hiatus, c'est avec le protocole de 67, qui c'est très bien, puisqu'il étend la portée de la Convention de 51, mais qu'on n'a pas vraiment mesuré les implications. Et je crois que les implications qu'on en attend, nous, n'ont jamais été pensées comme ça par les États. Ce qui fait qu'ils sont assez logiques avec eux-mêmes. Maintenant, je pense que tous les cas sont différents. Est-ce qu'on fait de l'humanitaire? Est-ce qu'on fait de la réinstallation, de l'éligibilité? Je crois que les États entretiennent un flou exprès entre les deux. Tu l'as dit, l'OFPRA, si c'est de la réinstallation, l'OFPRA n'a pas besoin d'aller là-bas. S'il y va, c'est pour faire son métier c'est d'éligibilité, donc c'est pas de la réinstallation. Mais alors comment s'articule son travail d'éligibilité avec celui du HCR et puis avec celui des pays hôtes?
notamment le Niger, a une commission nationale d'éligibilité. Donc accorde-t-il des statuts ou est-ce qu'il y a substitution? Parce qu'on s'est posé la question ce matin, j'étais pas là cet après-midi, la question de la substitution effectivement avec nos procédures. Donc on avait un regard, nous les Occidentaux, est-ce qu'on n'est pas en train de remplacer l'accueil, l'octroi du statut pour les gens qui arrivent spontanément par on va le faire là-bas. Mais la question de la substitution aussi avec les autorités des États hôtes qui posent difficulté, sachant qu'ils ne sont pas soumis en plus de ça aux mêmes règles. Et donc, par exemple, le Niger pourrait très bien accorder le statut de réfugié, le Tchad aussi, en vertu de la Convention de 1969 de l'Organisation de l'Unité africaine sur le statut des réfugiés. Qu'est-ce qu'on en fait de cette possibilité? Donc, et bien sûr, nous, on ne va pas prendre acte d'une décision africaine sur le fondement d'une convention africaine, mais qu'est-ce qu'on fait de ces éventuelles décisions? Et c'est pour ça que j'aurais tendance à parler, alors si je reste sur le Niger, et parce qu'il ne faut pas que je prenne la parole plus longtemps, j'aurais envie de répondre à côté à ta question. Tu proposais une alternative, je propose une troisième solution, qui est, est-ce qu'on ne fait pas tout simplement du contrôle des flux migratoires? On ne fait ni de la réinstallation, ni de l'asile. On fait du contrôle des flux migratoires. Le Niger, c'est pas un hasard, hein, ça fait un moment qu'il est dans l'œil de l'Union européenne, qu'on lui donne de l'argent. Il a adopté sa fameuse loi contre le trafic de migrants en 2015. Il a été dit ce matin que la route d'Agadez, hein, la route qui monte soit vers la Libye, soit vers l'Algérie, est quasiment tarie. Si vous regardez Agadez, hein, vous avez des grands panneaux de l'Union européenne énonçant bien les sanctions pour les personnes qui transporteraient des personnes sans document de voyage. Donc est-ce qu'on n'est pas en train de dire, voilà, on y va, on dit on va en prendre quelques-uns, ceux-là ils vont venir chez nous en toute sécurité, et ils auront l'eau, l'électricité ensuite, et les autres, n'essayez même pas. La voie, c'est nous, elle est limitée, et les autres, n'essayez pas, et donc c'est tout simplement faire de la police migratoire plutôt que du simple asile ou de la réinstallation. Oui, bien sûr. Effectivement, tu touches un des points, parce que nous avons rencontré à quelques-uns Pascal Brice il y a 2 jours, pour justement lui demander de clarifier ses positions et ses objectifs. On aurait pu penser que l'intervention d'organes nationaux comme l'OFPRA pour la France, mais d'autres, CG machin chose de Belgique, j'arrive jamais à me souvenir du nom de l'organe belge, apporte un élément supplémentaire à la sélection des réfugiés à réinstaller. Parce qu'il faut bien reconnaître que l'OFPRA, c'est une grosse organisation, elle se trouve face à des milliers et des milliers de personnes, que c'est un peu administratif et que les ONG sur place, de façon générale, considèrent que c'est une forme de sélection assez arbitraire et qui correspond à des objectifs qui sont ceux de l'OFPRA, qui sont des objectifs un peu techniques, qui se fondent essentiellement en principe sur la vulnérabilité des personnes. Je pense le cas des Syriens qui sont actuellement au Liban, par exemple. Et que donc l'intervention supplémentaire d'un organisme national qui est censé accueillir les personnes sélectionnées par l'OFPRA, par le HCR, peut apporter un plus. Parce qu'il y a de nouveau un entretien, bien évidemment, avec les personnes. L'OFPRA ne se contente pas de dire « je prends ce que le HCR m'a désigné », il y va, il leur parle, il les fait parler, et d'ailleurs il consulte le ministère de l'Intérieur pour savoir s'il peut les faire venir, ce qui veut dire qu'il n'est pas totalement libre dans sa décision. Mais lui-même a fait apparaître, quand nous l'avons vu cette semaine, il a lui-même fait apparaître qu'il y avait en fait 2 méthodes, 2 esprits. Une différence lorsqu'il s'agit des Syriens qui se trouvent au Liban ou en Turquie, mais là on a essentiellement parlé du Liban parce que c'est un pays que je connais un peu. Et là, il a le sentiment qu'il fait essentiellement, enfin uniquement, de la protection internationale, de la réinstallation avec un objectif de placement sous protection internationale. Ça ne veut pas dire qu'ils auront forcément tous ce statut de réfugié, ils peuvent obtenir la protection subsidiaire. Et puis, mais là, donc, il applique les normes en matière de réinstallation. Mais s'agissant de l'Afrique, il a été très clair, il a dit effectivement, en fait, il y a des éléments de politique migratoire qui entrent en ligne de compte. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas n'importe quel Africain, il ne va pas écouter il ne va pas dans n'importe quel camp, il y a des objectifs qui correspondent d'ailleurs à la volonté et à l'esprit qui a été défini par le président de la République. Donc on fait
j'allais dire en même temps, on fait de la réinstallation pure lorsqu'il s'agit de réfugiés syriens, puisque là, effectivement, on est dans un drame qui a été mondialement reconnu et sur lesquels les États membres ne peuvent pas reculer. Et puis, s'agissant des Africains, on ne sait jamais si ce sont véritablement des personnes qui méritent, enfin, entre guillemets, qui devraient obtenir forcément la protection, ou si ce sont des migrants qui n'ont pas d'autre solution de toute façon dans la région où ils se trouvent, et à ce moment-là, c'est là qu'il intervient. Donc on est dans une ambiguïté qui est que ce n'est pas, ce n'est pas une caution supplémentaire et une garantie supplémentaire de leur réinstallation que l'intervention de ces organismes nationaux. Oui, Julia, peut-être pour compléter ce qui vient d'être dit, il est évident que pour quiconque met les pieds au Niger, on voit bien ce rôle de contrôle des routes migratoires pris par un certain nombre d'organismes, et tu pourras nous le rappeler avec le rôle de l'OIM, un certain nombre d'armées qui sont sur place, que sais-je encore. Mais est-ce que ce qu'on voit à ce niveau territorial, tu le ressens aussi, le fait que l'OFPRA participe d'une politique de contrôle des flux migratoires indirectement, notamment par les directives ministérielles et présidentielles en l'occurrence, est-ce que les officiers ont conscience d'y participer, et est-ce que dans le processus des entretiens, par exemple, parce que je pense que tu as pu assister à des entretiens, il y a des éléments qui permettent de valider cette hypothèse jusqu'à ce niveau-là? Je vais essayer de répondre à plusieurs niveaux, et notamment à un niveau assez prosaïque. Je pense que pour les officiers de protection, ce genre de mission délocalisée, c'est des moments assez intéressants pour eux, tout simplement parce qu'ils se déplacent et ils n'ont pas l'occasion souvent de le faire, et ils ont l'impression, je pense, de remplir une mission plutôt utile, d'autant qu'au Niger, pour ce que j'ai vu, ils passent des entretiens avec une majorité de personnes qui ont été évacuées de Libye, donc il y a en plus cette dimension-là qui rajoute à l'intérêt de la mission de protéger des gens qui ont été sortis des centres de détention libyens par le HCR, amenés au Niger. Je ne suis pas tout à fait certaine en tout cas je ne l'ai pas perçu, qu'ils aient une réflexion sur l'éventuel rôle d'externalisation de l'asile qui se joue là. Et en plus, Pascal Brice s'en défend, en tout cas il me semble. Je pense que lui, il est dans une logique dont on va protéger les personnes les plus vulnérables, et même si c'est sur des nombres très, très, très faibles, c'est pas inutile. Et puis politiquement, ça envoie un message, parce que quelque part, parce que nous, on va relayer ça en tant que médias, on va raconter ces missions, ça peut avoir un effet dans l'opinion sur... on raconte ce qu'est la Libye, on raconte pourquoi ces gens-là ont besoin de protection, ça donne un visage un peu à ces personnes en besoin de protection. Après, sur la question que vous posiez sur... est-ce qu'on est en train de se substituer à un droit d'asile à travers ce genre de mission où on dit aux gens, en fait, ne bougez pas, traversez pas la Méditerranée, on vient vous chercher. Il suffit de comparer les chiffres, en fait, d'avoir les ordres de grandeur en tête, c'est-à-dire que les missions de réinstallation, c'est 10 000 personnes annoncées par Macron, toutes missions confondues, 10 000 personnes sur 2 ans, 2017-2019 de mémoire. Le Niger, c'est 1500 personnes sur cette période-là. Majoritairement des gens exfiltrés de Libye. La Libye, c'est 700 000 migrants, quoi. Tous n'ont pas envie d'aller en Europe, on n'aurait pas ce projet-là. Tous ne sont pas forcément en besoin de protection, au sens de l'OFPRA. Donc voilà, ces chiffres-là, à eux seuls, montrent effectivement qu'on est sans commune mesure. Mais ce qui est sûr, c'est que ces missions-là se sont développées en parallèle du mouvement de fermeture de la voie migratoire. C'est-à-dire que voilà, on a 2700 personnes, je crois, dans le cadre des missions de réinstallation de la Libye. Donc 2700 personnes sorties de Libye à destination de 12 pays occidentaux. En parallèle de ça, on a, sur 2018, moins 87% de traversées de la Méditerranée. Donc, et on est passé on est arrivé à moins de 25 000 personnes qui arrivent sur les côtes italiennes. Donc c'est moins 87% sur un an. Donc on comprend bien que d'un côté, il y a une espèce d'affichage politique. Là, je ne pense pas tant à Pascal Brice qu'à un niveau au-dessus, celui du chef de l'État notamment, qui affiche un peu la France dans son rôle de protection, de terre d'asile.
J'ai perdu le fil, mais bon voilà, et en parallèle, on ferme les voies de déplacement, quoi. Et ça sert aussi, il y a des questions de droit qui se posent, et vous les posez. Moi, je ne suis pas juriste, mais il y a aussi toute une réflexion politique, un affichage politique. On met en scène la France dans un certain rôle, et en parallèle, dans les faits, on fait un peu autre chose, quoi. On a vu au travers des réponses déjà données qu'une des notions clés qui est activée au cours de ces missions, c'est la notion de vulnérabilité. Comme si les demandeurs d'asile en bloc n'étaient pas vulnérables et qu'il fallait aller chercher les plus vulnérables d'entre eux, sachant que cette vulnérabilité n'est pas définie selon les mêmes critères, selon les régions, qui est extrêmement compliqué. Et on voit bien là qu'il y a la tentation d'aller trier d'une certaine façon parmi des populations. Mais la question que je voudrais poser à Christine, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui, au nom du fait qu'elles sont supposées être plus vulnérables, elles passent par une autre procédure. Mais est-ce que ces personnes ne sont pas justement fragilisées, rendues encore plus vulnérables par le fait que la procédure ne ferait pas les mêmes garanties qu'une procédure au niveau national, par exemple? Le monsieur demande. Merci. La dame va répondre. Enfin, tenter de répondre. Ah bon, alors, je me rapproche du monsieur. Dans l'expérience que nous pouvons avoir en tant qu'avocate ou avocat, on a eu ces derniers temps une approche plutôt de Syriens venant du Liban. On n'a pas vu, enfin moi en tous les cas, et puis j'ai demandé autour de moi, de personnes venant du Niger ou du Tchad, mais il y en a sûrement, mais on n'a pas pu les suivre et comprendre quel avait été exactement leur parcours. On a eu beaucoup de difficultés, par exemple, quand l'OFPRA s'est déplacé, c'était troisièmement tout à l'heure des missions de l'OFPRA à Malte et à Valence. Alors là, mystère, on ne sait pas comment les personnes qui sont descendues de ces bateaux ont été choisies, qui a choisi, comment, etc. On a, en tous les cas, nous, très peu d'informations. En revanche, sur les Syriens du Liban, on en a parlé, vous en avez tous parlé, on a des informations, parce que on les a vus ici, à l'arrivée. Et on voit dans les dossiers comment s'est déroulée leur demande, enfin, c'est pas eux qui demandent d'ailleurs, ce sont des personnes qui sont déplacées de Syrie, qui ont fui, qui se sont retrouvées au Liban, qui ont été inscrits par le HCR, et puis voilà, on les a laissés là, on les a un peu aidés, et puis ils ont été entendus par le HCR. Alors, c'est là où le contact OFPRA-HCR, il s'est fait, il y a eu des discussions, il y a un accord entre l'OFPRA et le HCR pour que le HCR, en fait, prépare, si on dit ça élégamment, des dossiers pour l'OFPRA. Et de ce qu'on sait, c'est que les dossiers préparés, soumis à l'OFPRA, sont pris, en gros. Mais pour les personnes, pour répondre à ta question, c'est extrêmement... Ces personnes sont effectivement dans une situation de détresse assez grande, très grande. Ils viennent de vivre la guerre, certains ont de la famille qui a été tuée, des membres de la famille qui ont été tués, etc., etc. Ils sont là, un peu perdus, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide au Liban, et ils sont entendus une première fois. Au Liban, où ils savent que le Liban, en tout le cas le Hezbollah, est très lié avec M. Bachar al-Assad. Ils ont peur. Ils savent que dans les camps, il y a des espions, en gros, ou des traîtres. Ça, c'est du côté Hezbollah. Et puis, il y a aussi ceux qui sont dans les groupes islamistes et autres, Daesh, etc., qui viennent faire leur marché. Quand, par exemple, une famille a des enfants, des garçons qui ont 16-17 ans, on vient un peu voir, etc. Donc, quand ils sont interrogés, ils ne parlent pas. Au HR, où ils parlent très peu.
Ils ne disent pas qu'ils ont été militants ou pas, s'ils ont été aux manifestations en 2011 ou pas. C'est vraiment, bon, j'en ai vu plusieurs, c'est très, très, très neutre. Et puis, un beau jour, on leur dit, l'OFPRA, venez, on va vous interroger encore une fois. Alors, ça se passe gentiment, tout ça est bien. Et là, ils font la même chose, ils ne disent rien. Et d'ailleurs, je ne vais pas... Les entretiens, honnêtement, les entretiens, ils sont là, ils sont réels. Ils ont été entendus au Liban, mais ces entretiens sont d'une brièveté assez grande, et surtout, on ne cherche pas du tout à les mettre en confiance. Bon, je ne sais pas si l'OFPRA le fait tellement ici, d'ailleurs, mais enfin bon, passons. Mais en tous les cas, on ne pose pas des questions qui pourraient amener ces personnes à expliquer les craintes de persécution personnelle, c'est-à-dire aller vers la Convention de Genève, c'est-à-dire une protection, statut de réfugié. Il est évident qu'au départ, la protection subsidiaire pour ces dossiers choisis va être prononcée. Mais c'est ça le problème aussi, c'est qu'ils n'ont personne pour préparer les dossiers. Ici, quand même, normalement, la demande peut être préparée. À l'OFPRA, vous pouvez être assisté, normalement, d'un avocat ou d'une personne, d'une association reconnue par l'OFPRA. Bon, les interprètes aussi posent problème. Ils posent ici quelquefois problème, mais là-bas, certains m'ont dit, oui, on ne savait pas qui était l'interprète, de quel bord il était, etc. Et puis, bon, on ne leur dit rien à la suite de ce deuxième entretien, et on les laisse attendre, voire qu'ici aussi, on attend, les demandeurs d'asile attendent la décision, et un beau jour, ils reçoivent du consulat de France un laissez-passer. Enfin, on les convoque au consulat, et ils auront un laissez-passer. Le laissez-passer veut dire qu'ils vont avoir une protection, mais ils ne savent pas laquelle. Ils ne sauront laquelle que lorsqu'ils seront arrivés en France et que l'Office français d'immigration et d'intégration leur notifiera la décision de l'OFPRA, donc soit protection subsidiaire, soit statut de réfugié. Alors, quand même, là, une fois qu'ils sont ici, le système, notre système reste applicable, s'ils ont le bénéfice de la protection subsidiaire, ils peuvent effectuer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, et ils ne perdent, comme c'est la règle, ils ne perdent pas cette protection subsidiaire. De toute façon, ils la gardent. Donc voilà. Alors, si vous voulez, les gens sont un peu désarmés. Si je parle des individus, enfin oui, des personnes qui sont soumises à ces procédures, parce qu'elles disent, écoutez, on ne comprenait pas, on ne savait pas, on ne nous avait pas vraiment expliqué que c'était pour venir en France. D'abord, on n'avait pas, on disait Europe, mais même ils avaient même certains pas demandé à partir, mais bon, ils sont très contents d'être là. Il faut quand même marquer, le faire remarquer. Mais je crois que dans ces procédures, les Syriens du Liban sont privilégiés, ont été privilégiés, je crois que c'est réglé. Je pense que dans les procédures qui vont avoir lieu au Tchad ou au Niger, les décisions, la procédure sera beaucoup moins protectrice qu'elle ne l'a été, et pourtant il y a des critiques, au Liban. Pourquoi ? Parce que, d'abord, ça s'adresse, bon, je ne vais pas redire ce qui a été dit, ça s'adresse à une population très, très variée. Comment vont se faire ces entretiens ? Comment vont être préparés les gens ? Quel va être le choix ? Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est le choix. Le choix, comment choisit-on telle personne, telle personne, telle personne ? Je pense que les Syriens, tous pourraient être choisis, quasiment. Bon. Donc voilà, on a pris un petit quota, c'est de la réinstallation, dit Pascal Brice, c'est de l'humanitaire, du faire-valoir aussi politique, de l'OFPRA, qui se montre, qui va à Valence avant qu'on ait eu le temps de dire ouf, qui va à Malte et qui fait cette mission
au Liban, très bien, tant mieux pour les Syriens qui sont ici, hein, c'est pas le problème, mais je crois que ça pose quand même des questions dans tout ce que vous avez dit. Vous l'avez tellement dit que je ne le redirai pas. Oui, sur ce que vous disiez justement, j'avais un exemple un petit peu En fait, il y a une situation qui ressemble un peu à une loterie finalement dans ces dispositifs, en tout cas pour partie. Au Niger, par exemple, dans les centres HCR de Niamey, où attendent les personnes qui ont été évacuées de Libye, attendent d'être réinstallées quelque part en Europe ou en Amérique. C'est vrai que les gens qui sont présents et qui attendent parfois des semaines, parfois plus fréquemment des mois, ne savent pas du tout où est-ce qu'ils vont finir par aller. Ils n'ont aucune idée de comment leur destination va finalement être choisie, si ce sera le Canada, la France ou ailleurs. Et il y a vraiment une incertitude. Et ce sentiment de loterie, on le retrouve encore plus à Malte. Et j'imagine que ça devait être pour la même chose à Valence. C'est-à-dire que les gens sont secourus, sont débarqués à Malte depuis les bateaux de Aquarius ou Lifeline ou autres. Et il y a des pays qui vont les choisir. On ne sait pas sur quels critères. C'est vrai que la France a le don d'arriver un peu en premier sur place. Et il y a l'idée un peu premier arrivé, premier servi. Bon, l'asile, je vous apprends rien en disant que normalement c'est l'examen des situations individuelles. Mais là, on a l'impression qu'il y a une sorte de, si je caricature un petit peu, mais de tri qui est fait en amont, où on va se dire, bon, quelle nationalité on a. Bon, eux, ils ont 80% de protection, on va aller plutôt faire des entretiens avec ces personnes-là. Bon, et du coup, il y a un peu un tri aléatoire qui n'a aucun cadre juridique. Du coup, les pays qui arrivent en dernier se retrouvent avec des nationalités. C'est plus compliqué d'appliquer la Convention de Genève parfois, enfin pas toujours, mais... Et alors, moi j'ai assisté à une situation qui était un peu ubuesque, c'est que la France, sur le bateau, sur l'Aquarius c'était fin septembre, qui est débarqué à Malte. Il y a 57 personnes qui sont débarquées. La France dit on va en prendre 18. Ils arrivent les premiers. Non, parce qu'il y avait déjà une mission sur place, je crois, de l'Espagne. Enfin bref, mais ils sont dans les premiers en tout cas. Et ils s'entretiennent avec 18 personnes. Et il y en a un qui reste sur le carreau en fait. Et il ne sait pas pourquoi. C'est un Pakistanais. Il ne comprend pas. On lui dit t'as passé les entretiens avec la France, mais en fait tu ne vas pas venir en France. On ne sait pas ce qui va t'arriver, les autorités maltaises te le diront, mais nous, c'est plus notre problème, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, toutes les autres délégations nationales qui sont venues après la France l'ont pas pris en entretien, en fait. Et sans que lui ne sache pourquoi, en fait, il n'avait pas été retenu. Alors, il y a peut-être des raisons sécuritaires, ça, je l'ignore complètement, c'était peut-être ça, ou il y avait d'autres raisons, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, du coup, c'est Malte qui a dû le récupérer, à son corps défendant presque, mais parce qu'on était obligé de lui proposer un système d'asile, enfin en tout cas de pouvoir demander l'asile, donc c'est Malte qui s'est retrouvé à devoir le faire. Et du coup ça c'est une situation qui quelque part a un peu dégénéré, puisque sur le dernier sauvetage, le dernier débarquement à Malte, ce qui s'est passé c'est que, alors je sais pas parce que je pense que c'est pas encore tranché, mais Malte a dit ok, le bateau peut débarquer, mais voilà, on fait une répartition, et puis il y a 30 ou 40 Bangladais où l'Union européenne s'est engagée pour qu'on les renvoie rapidement chez eux. Alors même qu'on ne sait pas qui sont ces Bangladais et que leur situation individuelle n'a pas été examinée. Donc là, il y a un peu je ne sais pas si dans les faits ça va se passer comme ça aussi. Ces gens-là finiront par avoir un entretien, ce qui paraît logique, si on respecte le droit. Mais enfin, ça montre un petit peu la loterie qui a lieu. Un des éléments qui est les moins clairs, peut-être en tout cas pour moi, c'est le rôle que jouent les gouvernements dans la détermination des critères de vulnérabilité et de demandeurs à privilégier. Donc, est-ce qu'on a déjà eu est-ce qu'on a des éléments tangibles là-dessus? Est-ce qu'il y a possibilité de demander de l'information sur ces questions-là? Est-ce que c'est des choses qui sont relativement connues? Parce qu'à certains moments, on dit on veut des chrétiens d'Irak. Alors le ministre des Affaires étrangères dit je voudrais des chrétiens d'Irak. Ça c'est politique. Mais après il y a des négociations qui se font gouvernement, HR, pour déterminer des critères de vulnérabilité. Est-ce qu'on a des connaissances de ces négociations? Est-ce qu'il y a des travaux sur ces négociations? Ça me fait penser, je vais vous raconter des petites histoires. Je ne sais pas pour quelle raison, j'avais été invité avec d'autres personnes, pas tout seul, par Pascal Brice, qui venait de prendre ses fonctions à l'OFPRA. Il nous avait réuni un certain nombre de gens qui s'intéressaient à la question.
pour parler de cette question de la vulnérabilité. Alors, c'était pas lui qui avait inventé, hein, c'est pas lui qui a mis ça sur le tapis, mais parce que c'était dans les tuyaux européens ou français, et nous proposant à tous de réfléchir, en fait, nous dire, voilà, qu'est-ce que vous pensez comme critère de vulnérabilité. Alors moi, je lui dis tout de suite, ce qu'a dit Catherine, d'ailleurs, je crois qu'elle était à la réunion, Catherine Tejet-Colli, pour moi, un réfugié est vulnérable, hein, donc ça s'arrête là. Je trouve que c'est un non-sens de parler de cela. Après, il m'a plus donné la parole. Mais donc, il y avait une réflexion, et parce que du coup, je pense que l'OFPRA, ça venait, son critère de vulnérabilité arrivait, et je pense qu'il a voulu dire, on va essayer de faire ça au mieux. De blinder les choses et peut-être de nourrir la discussion. Maintenant, le HCR en parle pas mal, hein, c'est un critère pour lui important. Alors je crois qu'il avait commencé, c'était essentiellement quand même pour l'analyse de la crédibilité des récits en matière d'éligibilité, et puis après le traitement en fait du demandeur. Certains sont dans une position qui requiert qu'on adapte l'entretien. Sinon, je ne sais pas du tout où sont décidés ces critères de vulnérabilité. Cela dit, d'après ce que Pascal Brice a dit à ceux qui l'ont vu, notamment par exemple pour le Niger, c'était pas ça le critère. Le critère, c'était le lien avec la migration. Donc voilà, donc je pense qu'effectivement, une femme musulmane avec 8 enfants, elle passera pas. Quand bien même elle serait vulnérable. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le critère de vulnérabilité n'intervient pas. Mais il y a plein de pays européens pour lesquels il n'intervient pas. Par exemple, en fait, les pays nordiques, la Suède, il y a tout un ensemble de critères qui font qu'il y a certains réinstallables potentiels qui ne seront pas réinstallés dans ces pays-là. Par exemple, la Suède a décrété qu'elle n'en supportait plus d'avoir des personnes illettrées. Donc, on ne réinstallera pas des personnes illettrées. Et je sais qui ne parlent pas suédois. Non, ça, à la limite, ils accepteraient l'anglais. Mais pardon. Et vous en avez d'autres dans lesquels le critère de l'intégration est considéré comme essentiel. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des répondants dans le pays d'accueil? Alors, on frôle finalement les opérations dites de parrainage, qui sont très utilisées au Canada, qui sont aussi pas mal utilisées en Allemagne, de façon à avoir quelqu'un qui sera qui sera la caution du réinstallé dans le pays de réinstallation. Et donc, on n'est plus effectivement dans l'idée que la protection internationale, elle ne se discute pas en fonction de critères qui n'ont rien à voir avec le danger dans lequel on est et la vulnérabilité. Sur les familles avec 6 ou 10 enfants, les Syriens ceux que j'ai vus avaient en moyenne entre 5 et 8 enfants, de tous les âges. Là, il n'y a pas eu... C'est pour ça que je dis que c'est une mission très particulière, le Liban, parce que c'est comme on parlait des chrétiens d'Irak aussi, ou les yézides. Je crois que là, ça a été sur la situation dans les pays et la communauté auxquelles appartiennent ces personnes, les chrétiens d'Irak, les yézides, et puis les Syriens, le problème politique qui sous-tendait là, parce que toutes les familles là, qui ont été réinstallées, on n'a pas vu de célibataires. Or, il y en a qui ont eu sûrement des graves problèmes, peut-être même politiquement plus graves que certaines familles. Donc, c'est très variable. Hein. Tu as raison, mais parce que la famille est un des critères importants du HCR. Non pas de l'OFPRA, mais du HCR. Oui, je pense qu'il y a vraiment un deal politique, puisque les yézidis, par exemple, c'est Macron qui personnellement s'est engagé à faire venir des familles monoparentales, en fait, des femmes avec enfants. Et donc il y a vraiment une dimension, c'est un choix arbitraire, politique, qu'on assume et qu'on va mener. Et sur les réinstallations depuis le Niger, c'était donc des évacués de Libye en majorité, enfin en tout cas c'est ceux pour qui la France pousse. La France veut que le HCR lui trouve des évacués de Libye au maximum. Et le Niger, et on sent que le Niger et le HCR poussent un peu pour qu'il y ait aussi des gens qui soient entendus, qui sont réfugiés au Niger, notamment des Maliens, des Nigérians. Et on sent que la France, elle en prend, elle en entend quand même, mais
préférerait qu'il y ait surtout des gens de Libye, quoi. C'est ça qu'on veut rendre visible. Oui, parce que les autres, pour reprendre le vocabulaire des gouvernants, avaient vocation à rester en Afrique dans des camps de réfugiés. Et c'est juste parce que la pression a été mise sur le Niger qu'il a accepté beaucoup de choses, qu'en contrepartie, voilà, la négociation tourne au marchandage sur quelques Maliens et quelques Nigérians. Donc peut-être une dernière intervention avant qu'on donne la parole à la salle. Oui, non, c'est juste. Alors, du coup, ça me pose question, notamment pour le Niger, c'est qu'avec le principe de non-discrimination, c'est que si on va au Niger, où il y a quand même plusieurs catégories de persécutés, on dit on n'en prend qu'une catégorie, donc on attire même, on dit envoyez-nous les Libyens, mais qu'est-ce qu'on fait des Maliens, qu'est-ce qu'on fait des Nigérians, effectivement, sans parler donc des déplacés internes, c'est une question. Mais c'est vrai que c'est quand même assez bizarre, si on arrive pour faire de l'éligibilité, de discriminer à raison de la nationalité, de le faire très clairement. C'est pas la nationalité, parce que on prend les Maliens qui arrivent de Libye. Les gens qui viennent du pays, oui. Et pas les Maliens qui sont depuis longtemps au Niger dans des camps du Oui, parce qu'un Malien qui fuirait la Libye aurait plus de chances qu'un Malien qui fuirait le Mali. Et on ne prend pas ceux qui viennent de Libye mais qui n'ont pas été transférés par le HCR. Parce qu'il y a par exemple des Soudanais qui ont fui la Libye, qui sont à Agadez. Et le HCR leur dit, non mais, parce qu'évidemment ils ne sont pas stupides, ils ont compris ce qui se passait. Ils disent, bah, nous aussi on veut aller en Europe. Il y a eu une manifestation début décembre, je crois, devant le bureau du HCR à Niamey, de Soudanais qui disaient, mais nous on veut... Parce que le HCR leur disait, rentrez au Tchad, vous êtes enregistrés au Tchad dans des camps de réfugiés, rentrez là-bas en fait. Et les Soudanais disaient, mais nous on veut aller en Europe nous aussi. Et le HCR doit leur expliquer que c'est pas prévu comme ça en fait, ils rentrent pas dans le cadre de la réinstallation. Alors qu'ils ont un projet migratoire et ils viennent de Libye et ils ont subi les mêmes... Enfin, il y a aucune raison de croire qu'ils n'ont pas subi les mêmes sévices que les autres là-bas. Quelque part, on voit bien qu'à chaque fois, il s'agit de brider les personnes, c'est-à-dire elles sont plus maîtresses de leur parcours, elles sont pas maîtresses des critères qui leur sont appliqués, et que plus elles sont bridées, plus ça rentre dans le cadre de la politique générale, la réinstallation n'étant de toute façon qu'une toute petite composante d'un système plus large, puisque le terme système a été utilisé à plusieurs reprises dans la première partie de l'après-midi. Donc peut-être qu'on va passer à un système maintenant de questions de la salle aux intervenants et intervenantes. Il faudrait faire circuler la parole même physiquement au travers du micro. Bonjour, moi je suis Brigitte de Migre Europe et je voudrais poser une question sur les chiffres. Il me semble d'avoir lu dans la presse que pour les évacués de Libye, la France s'engageait à en prendre environ 3000, je dis de mémoire, je peux me tromper, et il me semble que les chiffres en réalité sont absolument dérisoires. Donc voilà, je voulais savoir si vous aviez une connaissance des chiffres effectifs des personnes qui ont été effectivement accueillies par la France et qui se sont vues octroyer une protection. Voilà. Bonjour, Hélène Gacon. Du GISTI. J'ai deux questions et je pense qu'elles s'adressent plus spécialement à Julia Pasquale. J'ai bien compris que à Agadez, il y a des personnes qui, en tout cas majoritairement ou exclusivement, c'est un peu ma question, qui ont été exfiltrées de Libye par le HCR et donc s'intègrent dans le processus de réinstallation. Plus en amont, en Libye, il y a des personnes qui ont été détenues dans des camps de détention soi-disant officiels, avec lesquels il y a donc une sorte de partenariat avec le HCR, justement en vue de l'exfiltration. Peut-être qu'on peut répondre aux questions déjà posées en opérant le changement de micro. Quelqu'un sur les chiffres, hein? Sur les chiffres, c'est 1500, c'est 1500 c'est 3000 Tchad plus Niger, et donc Niger c'est 1500, la moitié, parmi lesquels une majorité de gens exfiltrés de Libye. Et des personnes qui sont déjà arrivées en France, je l'ai plus en mémoire, mais je crois que c'est quelques centaines, mais ils ont bonne... Non, arrivés en France déjà ? Je pense que c'est plus, hein, je pense que c'est... Ouais, 250. Ouais, je pense que c'est plutôt de cet ordre-là. Et ils sont en train d'accélérer. L'idée, c'est que fin 2019, ils aient rempli le quota, quoi. Et après, sur les missions de réinstallation, géographiquement, en fait, les gens sont évacués à Niamey et pas à Agadez.
à Niamey, et c'est effectivement dans le cadre du partenariat, enfin de l'accord entre le HCR et le gouvernement libyen. Donc c'est des gens qui sont repérés dans les centres de détention officiels, ou en tout cas ceux du ministère de l'Intérieur libyen. Et on peut retrouver donc des gens qui sont passés par les centres officieux, détenus par des passeurs, des milices, ou les deux à la fois, parce qu'en fait ces gens-là, ils vont de centre de détention en centre de détention, ils vont rester des mois dans un centre tenu par des passeurs, puis après ils vont s'échapper, ou ils vont être vendus à un autre centre, etc., ou ils vont tenter de prendre la mer, et là ils vont être interceptés par les gardes-côtes, et du coup remis dans des centres officiels. Bref, il y a plusieurs parcours. Certains, il y en a même, moi j'ai rencontré une personne qui m'a dit, je me suis présentée, il s'était échappé d'un centre officieux, et il s'est présenté lui-même dans un centre officiel de détention, parce qu'il savait que le HCR y intervenait, dans l'espoir d'être choisi et réinstallé. Et voilà, et donc c'est bien dans les centres officiels où le HCR intervient que les gens sont choisis et transférés au Niger. Désolée si je monopolise. J'ai vu aussi dans vos articles que les agents de l'OFPRA, que je cite en substance, les agents de l'OFPRA bénéficiaient dans un certain cas de l'accompagnement d'agents de la DGSI. Donc ma question est double. Que fait la DGSI concrètement? Et est-ce qu'ils assistent aux entretiens? En fait, c'est deux systèmes parallèles, c'est pas du tout conjoint. Même si l'un conditionne l'autre, en fait. C'est-à-dire que l'OFPRA n'accordera pas sa protection s'ils n'ont pas un feu vert. C'est pas toujours de la DGSI, d'ailleurs, ça dépend des nationalités. Parfois, c'est des gens, des personnels police ou gendarmerie, mais pas nécessairement DGSI, ça dépend vraiment des nationalités. Et en gros, moi, de ce que j'ai compris au Niger, c'est qu'une fois que l'entretien OFPRA a été fait, je suis pas sûre qu'à chaque fois l'entretien OFPRA se fasse en premier, mais bon, en tout cas là, il y avait eu d'abord les entretiens OFPRA, et après ils disaient aux gens, bon, vous allez être appelés par des collègues pour passer un autre entretien. Ils sont pas très clairs sur qui va faire l'entretien. Alors, eux vont dire que c'est pour pas trop dévoiler, puis pour pas faire peur aux gens non plus. Bon. Je sais pas si la vérité se situe un peu à mi-chemin entre ces deux versions, je sais pas honnêtement. Et les gens sont convoqués, et je crois que les entretiens ont lieu à l'ambassade de France. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de ce qui se passait au Niger. Les entretiens OFPRA ont lieu au HCR, les entretiens en sécurité ont lieu à l'ambassade de France, et on attend le feu vert des services de sécurité pour que l'OFPRA donne son oui final. D'autres questions? Oui, moi. Moi, j'ai une remarque générale que je vais me permettre, et je vais mettre un peu les pieds dans le plat. Ça concerne, ça a été évoqué par le plateau précédent, c'est la liberté de circulation, qui a été évoquée un peu en filigrane juste avant, et en fait, tout au long de la journée, pardon de faire part de mon malaise, mais pour moi c'est un peu ça le fond du problème, et il y a une responsabilité aussi politique, et notamment de la France, quand on met des hotspots ou des camps, enfin, quel que soit le nom qu'on lui donne, et notamment en soutenant des dictatures. Là par exemple on parle du Tchad, moi je peux évoquer aussi, encore une fois je reviens sur le sujet de la Tunisie que j'ai évoqué ce matin par exemple, et là j'ai entendu aussi parler de la négociation avec l'Égypte. En fait on a plusieurs responsabilités en tant que Français, ce que fait le gouvernement en notre nom. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout à fait dissocier. Alors, je suis désolée, ce n'est pas tout à fait le sujet de la journée, mais quand même, il y a un lien. Il y a un lien dès lors que ces personnes viennent. Il n'y a pas la liberté de circulation, leur passeport ne leur donne pas le droit au même nombre, d'accéder au même nombre de pays comme notre passeport nous le permet en tant que Français. On soutient des dictatures, et c'est souvent ces personnes-là qui essayent de venir. Et moi, j'ai juste une petite inquiétude, c'est que ça ne va pas s'arranger. Et c'est aussi le sujet que j'aimerais entendre de la part des ONG. Il y avait eu le collectif des pompes à demi en 2015, quand il y avait eu, je pense que certains en ont entendu parler, quand il y avait eu énormément de personnes qui se noyaient en Méditerranée. Moi, j'avais eu l'occasion de participer à ce collectif. J'avais déjà parlé de cette histoire de liberté de circulation, et on m'avait répondu, il y a des ONG qui ne voudront pas signer le communiqué qui avait été à ce moment-là adressé à François Hollande, avant l'histoire d'Aylan, quelques mois auparavant, c'était 3-4 mois auparavant. Et on avait dit,
si on parle de liberté de circulation, il y a des ONG qui ne vont pas vouloir signer le communiqué parce qu'elles sont contre la liberté de circulation. Et il y a une espèce de petit malaise ou de tabou sur ce sujet-là qui n'est pas tout à fait évoqué. Et je me permets, pardon, de faire cette remarque. Voilà, merci. On peut dire que c'est pas chez nous, le tabou. Peut-être juste sur cette dernière intervention, avant de redonner le micro, juste rappeler que, effectivement, chez les ONG, elles ne parlent pas d'une seule voix, et bien heureusement, ça serait quand même un peu problématique si tout le monde marchait au même pas. Mais une des premières prises de position du GISTI, je crois en 2003, sur la question de la réinstallation, a été de rappeler qu'on ne pourrait pas défendre le droit des demandeurs d'asile si on ne défendait pas la liberté de circulation. Et pourquoi ? Parce que entraver la liberté de circulation des uns, c'est empêcher le franchissement de frontières par les autres. Et donc, ce lien a été fait de longue date, mais effectivement, voilà, c'est un débat qui, aujourd'hui, quand même, a beaucoup avancé. Au début des années 2000, les défenseurs du droit d'asile disaient défendre la liberté de circulation n'a rien à voir avec le droit d'asile. Il y avait eu des prises de position très virulentes de ce point de vue-là. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui, au quotidien, travaillent auprès des demandeurs d'asile se sont ralliés, soit collectivement, soit individuellement, à des conceptions de la liberté de circulation, parce que là aussi, il n'y a pas unanimité sur la liberté de circulation avec un grand L, si tant est qu'elle puisse exister. Donc sur les autres questions, notamment d'Hélène Gacon. Ouais, sur la liberté de circulation, alors moi je ne suis pas sûr qu'elle existe en droit international, excuse-moi Catherine. Que les gens aient le droit de circuler, ils ont le droit de quitter n'importe quel territoire, mais c'est tout, ça s'arrête là. Si ce n'est dans certains cas, et notamment, enfin là c'est le cas du Niger, c'est pour ça que c'est quand même étonnant, le Niger est quand même membre de la CEDEAO et de l'UMOA qui énonce très clairement un principe de libre circulation pour les ressortissants des États membres de ces deux organisations. Ce qui fait que dans tous ces gens que l'on bloque au Niger, qui prenaient la route sud-nord, il y a beaucoup de gens qu'on bloque alors que eux ont vraiment une liberté de circulation, ils ont un droit de circuler dans ces deux espaces sous-régionaux, droit qui est donc du coup contraint, c'est-à-dire que voilà, par nos systèmes, de toute façon, on casse des systèmes migratoires dans d'autres régions du monde, et ça, il n'y a pas qu'au Niger. Enfin, il y a déjà des logiques migratoires que l'on casse complètement avec nos interventions. En tout cas, pour ce cas-là, il y a bien atteinte à la liberté de circulation. Pour les autres cas, pour l'instant, on sélectionne les gens qu'on veut. On n'a pas encore enfermé les autres, on les laisse enfermer dans le régime qui est en place, mais ce n'est pas nous qui les enfermons, c'est le discours officiel, donc on ne leur empêche pas d'exercer le droit de quitter leur territoire nous-mêmes. Oui, moi j'ai une toute petite question, un détail technique par rapport à la mission au Niger, d'où venaient, alors c'était des gens qui avaient été effectivement évacués de Libye, mais après, ils avaient été placés où concrètement alors, les interrogatoires, j'allais dire, ils ont eu lieu à Niamey. Le HCR ne voulait pas aller à Agadez. En revanche, il y en avait beaucoup qui avaient été placés dans un centre à Agadez. Donc, est-ce que vous avez un peu connaissance du lieu des lieux où les personnes qui allaient être interrogées étaient placés? Parce qu'on nous a annoncé, on en a parlé tout à l'heure, la création d'un espèce de centre multifonction au Niger extraordinaire où il y allait avoir une fusion entre l'OIM et le HCR. Je crois que ça n'a jamais eu cours. Et donc finalement, on se retrouve avec un centre de transit géré par l'OIM qui est a priori un peu squatté par le HCR à Agadez. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Alors, je suis pas sûre du coup qu'on va parler des mêmes choses, mais je sais pas. Moi, les gens qui sont réinstallés, ceux qui viennent de Libye, ils sont dans des cases à Niamey. Le HCR est en train de construire un centre pour tous les regrouper à 40 km de la capitale. Ça, c'est en cours de construction. Et après, pour les Maliens, par exemple, ou les Nigérians qui étaient déjà installés au Niger, ils les font venir à Niamey pour passer les entretiens avec l'OFPRA, en l'occurrence,
Et c'est des gens qui vont être dans des centres, enfin dans des camps HCR à la frontière avec le Nigeria ou ailleurs. Enfin là, les Maliens dont je me souviens, ils étaient déjà installés à Niamey. Donc ils appellent ça des cases HCR. Et donc à Agadez, pour moi, il y a pas, ces gens-là ne passent pas par Agadez. Agadez, c'est juste, enfin il y a une antenne permanente du HCR, mais il y a surtout le centre OIM pour jadis les gens qui voulaient partir en Libye et à qui on proposait de changer de projet et de rentrer chez eux. Mais aujourd'hui, c'est majoritairement les refoulés d'Algérie, donc c'est un peu devenu autre chose que l'OIM récupère à la frontière avec l'Algérie et qui propose le retour volontaire. Peut-être juste rebondir pour nouer du débat à la table sur ce qu'a dit Jean. Je ne suis pas tout à fait d'accord et ça permettra d'introduire une complexification sur le « eux » et « nous » qui a beaucoup été utilisé de façon, il me semble, un peu dichotomique. C'est pas tout à fait vrai que l'Europe n'a pas poussé à l'introduction dans les législations de textes qui enferment les personnes chez eux. Il y a eu une pénalisation des départs dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et au Maghreb, avec une introduction dans les codes pénaux nationaux de textes qui avaient existé parfois dans les années 60 et 70 et qui ont été réintroduits au cours des années 2000, notamment sous la pression de l'Union européenne. Et ce qui est important ici, c'est le notamment. C'est pas l'Europe qui impose ce type de législation, parce que si on prend par exemple les cas, tu viens d'utiliser le cas algérien. L'Algérie, dans la manière dont elle maltraite les exilés qui sont chez elle, elle a une très forte autonomie d'action par rapport à l'Union européenne. Elle le fait sur un agenda qui est très largement un agenda national et pas simplement sur la pression du eux, le Nord, et contre nous, le Sud. Ce sont des mécanismes qui sont beaucoup plus compliqués. De la même manière, un État comme l'Algérie est très content d'avoir dans son droit national une criminalisation de l'immigration, donc en contradiction avec le seul droit reconnu au niveau international par la Convention et par les pactes, c'est celui de quitter tout pays, y compris le sien, parce que d'une certaine façon, elle sait qu'une grande partie des Algériens pourraient voter avec leurs pieds, et ils sont désignés dans la presse nationale comme des traîtres, comme des harkis, voilà, tous ces propos sur les haragas. Il a une nécessité, pour que le régime se maintienne, d'avoir une criminalisation qui est autonome. Mais ce désir de criminalisation autonome est renforcé par les attentes de l'Union européenne. Et on pourrait développer sur le Maroc, moi je n'ai pas mobilisé la parole, qui aujourd'hui est peu ou prou en train de réintroduire des systèmes de passeports, de laissez-passer avec un certain nombre d'États africains, certes sur la pression de l'Union européenne, mais parce qu'il gère aussi ainsi les crises xénophobes, qui sont des crises qui ont aussi des causes endogènes, et pas simplement dans le « eux » et « nous ». Donc je pense que nous avons encore un peu de temps, si on considère qu'on clôture à 17h30. Je regarde du côté des... J'avais une question qui pouvait sembler un peu naïve. C'est donc dans cette politique qu'on appelle réinstallation, mais qui me semble être plus de l'externalisation de la demande d'asile, où en est en fait le droit le principe de non-refoulement. Qu'est-ce qu'on fait du principe de non-refoulement? Parce que clairement là, il y a une forme de violation de ce principe par l'OFPRA. Dans la mesure où on ne permet pas à ces personnes d'aller d'aller au pays où elles demandent la demande d'asile. Ce sont deux notions qui sont totalement distinctes. Autant on peut envisager, je ne suis pas toujours d'accord d'ailleurs avec nos amis du GISTI ou de Migre Europe, que la réinstallation est de l'externalisation, je ne le pense pas sur le principe. Je pense que effectivement les moyens employés, les méthodes et les politiques y tendent. Mais en revanche, c'est pas du refoulement la réinstallation. Au contraire, c'est on pourrait dire du repatriement, parce que c'est de faire venir sur le territoire. Pour ceux qu'on laisse sur place. Clairement, parce que là, on voit bien qu'au niveau des chiffres, c'est qu'une petite partie. Donc au final, c'est pas du refoulement au sens strict, c'est de la non-assistance.
Mais là, on joue sur les mots, alors, un peu. Non, non, pas totalement. En droit, on ne joue pas sur les mots. Puisqu'ils n'ont pas présenté une demande d'asile, on ne les refoule pas. En droit. Non, mais effectivement, on ne refoule que ce qui vient, et là, ils ne viennent pas, puisque c'est nous qui y allons. Donc, techniquement, il n'y a pas refoulement. Et la question s'est posée devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'était l'affaire je ne sais plus, où les Anglais avaient des officiers de liaison dans je ne sais plus quelle ville capitale d'un pays de l'Est, et où on avait bloqué des gens à l'aéroport, parce qu'on ne voulait pas les faire venir. C'est allé devant la Cour européenne des droits de l'homme, et la question a été est-ce que c'est du refoulement ou non. Alors sachant qu'avec IRSI, déjà on appelle du refoulement ce qui est de l'interception. Et le HCR et des grands spécialistes du droit des réfugiés s'étaient posé la question, alors que les gens ne sont pas encore partis, est-ce qu'on les refoule ou non? Et finalement la Cour européenne a considéré qu'il n'y avait pas refoulement, puisqu'en fait ils étaient chez eux. Donc on ne les refoule pas avant qu'ils partent. Il faut qu'ils partent pour qu'on puisse les repousser. C'est la position de la Cour. Oui, mais bon, je voudrais faire amende honorable. J'ai répondu un peu brutalement. Techniquement, effectivement, on ne peut pas dire que la réinstallation, ce soit du refoulement. En revanche, dans la mesure où la réinstallation s'appuie sur l'identification de personnes en besoin de protection, identifiées notamment par le HCR dans des camps, c'est-à-dire à l'étranger, hors du territoire européen, que ce soit dans leur propre pays, et c'est ce qu'on appelle en fait la protection interne, ou que ce soit dans la région proche de leur pays, c'est ce qu'on appelle la protection régionale, que nous finançons très très largement, nous les pays européens, on paie, pour qu'ils soient bien protégés régionalement. Mais si ces personnes considèrent qu'elles vivent mal, à la fois dans les camps internes ou dans des camps régionaux, et qu'elles viennent sur le territoire européen pour présenter une demande d'asile pour se faire en fait protéger par un pays européen, et alors là, les États membres, et ça c'est la règle, c'est la législation européenne, les États membres sont en mesure d'appliquer ce qu'ils appellent la règle de l'asile interne, c'est-à-dire vous avez moyen de vous faire protéger dans votre région d'origine, vous y retournez, vous n'avez pas, en fait, pays d'origine, asile interne, tu as raison. Vous n'avez pas, effectivement, besoin d'obtenir le statut. Pour l'instant, c'est, je dirais, à la merci des agents de protection nationaux. Dans le projet de modification des règles européennes qui est en discussion au Parlement européen et qui, j'espère, ne seront jamais adoptées, c'est en fait, ce serait une obligation. Dès lors qu'il existe une possibilité de protection interne dans le pays d'origine, à ce moment-là, il faut le renvoyer. Là, c'est du refoulement. Vous avez raison. C'est pas du refoulement à la frontière, mais c'est du refoulement. Je crois que... Pas d'accord ? Je me demande s'il n'y a pas une forme de refoulement en Méditerranée, par contre, de manière plus exceptionnelle, mais quand on a des navires commerciaux qui secourent des gens, des migrants en détresse, et qui sont des navires commerciaux de pavillon ou de nationalité, et qui les redéposent aux gardes-côtes, qui les transfèrent aux gardes-côtes libyens. Ça, c'est des cas qui, à mon avis, passent totalement en dessous des radars, parce que les navires commerciaux en font pas font pas de publicité là-dessus. Les gardes-côtes libyens, pas tant que ça non plus. Comme c'est pas des ONG, voilà, il n'y a pas de refus de débarquer en Libye ou sur les bateaux des gardes-côtes libyens. Mais je pense que ça a lieu alors, il n'y a pas de chiffres là-dessus, mais ça, pour le coup, je pense que ça pourrait être, selon la nationalité du navire, qualifié comme du refoulement. Oui, pas par un État. Est-ce que c'est pas considéré par un État à partir du moment où... Non, c'est pas parce qu'on bat le pavillon qu'on est l'État. Les navires de guerre battant pavillon sont l'État, mais un navire privé est obligé de battre pavillon s'il veut jouir de la liberté, de la libre circulation en mer. Mais voilà, il a la protection de l'État, ce qui fait qu'il a le droit de naviguer, mais il n'est pas l'État. Oui, Daniel Lochac. J'avais une question un peu cynique. Vous avez dit que le critère des missions BRIS, disons, pour faire rapide, c'est ceux qui ont été exfiltrés de Libye. Mais
ceux qui ont été exfiltrés de Libye, ils ont bien sûr beaucoup souffert, mais est-ce qu'ils répondent, parmi eux, à mon avis, il y en a beaucoup qui ne répondent pas aux critères de la Convention de Genève, peut-être même pas de la... Enfin, en ce sens que ça peut être juste, entre guillemets, des migrants quelconques qui ont abouti et qui, là, ont été maltraités. Donc, si c'est à eux qu'on donne la priorité, est-ce que le fait d'avoir été maltraités en Libye est une raison pour être couverts? Non, puisque une fois qu'ils sont plus en Libye, ils ne risquent plus de persécution. Et du coup, comment est-ce que on peut finalement décider qu'ils répondent aux critères de l'OFPRA juste parce qu'ils ont souffert en Libye? En fait, ils sont choisis. Les deux critères, c'est la vulnérabilité, le projet migratoire. Donc ça, c'est pour la mission Niger, des évacués de Libye notamment, principalement. Et après, moi, sur la mission à laquelle j'ai assisté, c'était des nationalités qui avaient des taux de protection... Enfin, en gros, on vérifiait s'ils étaient bien érythréens ou éthiopiens, quoi. Voilà. Effectivement, c'était pas des Pakistanais, des Bangladais ou des nationalités où on a un taux de protection. Donc, en fait, ils sont quand même présélectionnés par le HCR et la France vient quelque part pour vérifier leur nationalité dans le récit de vie. Donc, les risques de persécution, si retour au pays, etc. Mais il n'y a pas de questions dans l'entretien OFPRA, il n'y a quasiment pas de questions sur ce qui s'est passé en Libye. Après, ça dépend des agents, des officiers de protection. Il y a un peu une question de personnalité aussi, mais en fait, ils ne cherchent pas du tout à savoir quels sévices ils ont suivis en Libye, quoi. C'est pourquoi ils ont quitté l'Érythrée et qu'est-ce qu'ils risquent s'ils y retournent. Oui, pour compléter la réponse, enfin, on a posé la question à Pascal Brice, quels étaient les critères. Alors voilà, ce qu'on a compris, c'est que de toute façon, les gens que l'OFPRA va entendre ont été sélectionnés par le HCR sur une base commandée par la France. Et je dis commandée parce qu'il l'a vraiment présenté comme ça, en disant ça n'a pas été facile parce que c'est pas trop leurs critères, c'était pas la vulnérabilité, tout ça. Mais enfin bref, que le HCR a accepté. Et il y a 3 critères en réalité. Il y a être éligible à une protection internationale, Convention de Genève ou protection subsidiaire, être projet, enfin, qu'est-ce que était l'expression, lien avec la migration. Voilà, en gros c'est ça. Et donc l'éligibilité, elle est... voilà, moi je me poserai la même question, je me la suis posée d'ailleurs, et on lui a posé aussi, pour les missions bateaux. Parce que là, pour le coup, tu ne peux pas dire à l'avance au HCR, choisis-moi des éligibles, dont je suis sûre que... Voilà. Et c'est pour ça qu'avant, j'interprétais la précipitation de Pascal Brice dans les ports comme, effectivement, la volonté de récupérer au plus vite les Érythréens, et voilà, pour ne pas se retrouver avec des Maliens, par exemple. Alors, ce qu'il nous a expliqué, d'ailleurs, à cet égard, c'est qu'au début... Moi, j'ai compris ça comme ça, hein, les premières opérations étaient épouvantables à cause d'une sorte de foire d'empoigne, je veux celui-là, machin, etc. Et les Maltais qui essayaient de refiler. Voilà, et que maintenant, dit-il, dans les dernières opérations, en fait, quand ils arrivent, le pays, donc Espagne ou Malte, leur soumet à chaque pays, à chaque équipe nationale, des cas. Ils peuvent pas faire leur marché, quoi. Oui, parce que je pense qu'au début, la France, en plus, entendait plus de gens qu'elle n'en prenait. Oui. Et après, Malte leur a dit, mais en fait, vous avez dit que vous en prendriez 18, vous en entendez 18. C'est ça. C'est ce qui fait que sur la mission Aquarius, ils ont entendu 18. Et qu'ils en ont laissé un. Ouais. Et ouais. ben alors là, ils peuvent pas aller en chercher un autre bon. Non. D'accord. Bon, en fait, moi j'avais une question pour Christine. Je voudrais savoir si, mais les autres peuvent réfléchir, dans la mesure où, une fois, quand on a été réinstallé dans le cadre des missions foraines, on arrive en France, on a une décision de l'OFPRA qui peut être contestée devant la CNDA, donc si c'est la protection subsidiaire. Est-ce que là, on ne pourrait pas soulever, non seulement sur le fond, ça aurait mérité protection Convention de Genève et pas protection subsidiaire, mais toutes les irrégularités de la procédure OFPRA. Parce que, ben j'en sais,
Non, c'est vrai qu'il peut y avoir un risque. Non, mais c'est juste parce que moi, je m'interroge quand même sur la validité de cette procédure. La décision est prise à l'OFPRA, et une fois arrivée par l'OFPRA, une fois que la personne est arrivée en France, ça lui est notifié, mais il n'y a aucun entretien arrivé en France. Donc, ça n'est pas du tout quelque chose comme de la prédétermination. On ne fait pas venir des gens dont on pense qu'a priori, c'est sûr qu'ils obtiendront la protection, mais on les amène et pour la forme, ils ont quand même un vrai entretien OFPRA. Non, la vraie détermination, au fond, elle est faite au Niger ou au Tchad, et la décision est là. Donc, si... bon. Oui. Ouais. Non, devant la CNDA, c'est la seule expérience, c'est devant la CNDA, et effectivement, oui, pour essayer de passer de la protection subsidiaire au statut de réfugié, un des arguments, c'est bien de contester la façon dont ils ont été entendus. D'ailleurs, les gens, les personnes, les requérants le disent eux-mêmes. Enfin, ils n'ont pas très bien compris ce qui s'est passé, ils ne savaient pas qui était qui, mais ils disent, mais moi j'ai dit 2 fois la même chose. C'est quand même... et comme la même chose, la première fois, c'était pas beaucoup, ben, la deuxième fois, c'est pas beaucoup, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, je pense que tous les confrères font un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on fait des mémoires, où on conteste la façon dont ils ont été interrogés, le manque de préparation et le fait que l'OFPRA vient parce qu'on leur a préparé ces dossiers et que finalement c'est très formel, l'entretien va très vite et ne creuse pas sur des points. Très bien, moi je vois des gens qui viennent d'une ville qui s'appelle Hama, où il y a eu des massacres épouvantables il y a longtemps, mais en 2011. C'est une ville ouvrière. Ils étaient tous ouvriers, ils étaient tous, peut-être pas au Parti communiste, mais en tous les cas, voilà. Et le type m'a dit, mon client, pardon, m'a dit, mais moi j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai pas dit que j'avais été à la manifestation, parce que vous vous rendez compte, si jamais il y avait des oreilles, j'ai encore de la famille là-bas. Donc on conteste tout ça. Et on dit, c'est pas normal que ces gens soient interrogés de cette façon. Et la première chose, enfin moi c'est ma position, je dis à la Cour, de toute façon ils auraient dû avoir le statut de réfugié immédiatement. Donc voilà, sous le mandat même du HR, hein, puisque le HR aurait pu les mettre sous le mandat. Et puis après ils viennent en France. Et là, vu la situation, l'OFPRA peut leur reconnaître la qualité de réfugié sur le territoire français. Donc il y a une contestation, mais alors la Cour, pour l'instant, faut vraiment que ce soit une preuve de militant patenté pour dire oui, statut de réfugié. Vous avez une PS, écoutez, bien content d'être en France quand même, hein. Mais si je dis ça, évidemment pas pour obtenir mieux pour les gens qui sont là, ils sont arrivés, ils ont une protection, éventuellement. Bon. Mais si cette procédure est biaisée, si elle n'est pas conforme au droit français, on a une procédure, un entretien qui est fait par des agents de l'OFPRA dont on nous dit que c'est parfait dans les règles et tout, et il y a des gens qui sont déboutés à Niamey, qui restent à Niamey. Ils ne savent pas qu'ils sont déboutés, c'est juste qu'ils n'auront pas le visa. Mais ces gens-là seraient éligibles puisqu'ils ont une vraie procédure française avec des bons officiers de protection à dire je conteste, je veux faire un recours. Le problème, non, mais je sais bien qu'il n'y a pas de recours, mais j'essaye de voir par quel biais on pourrait dire que cette procédure est illégale. En tout cas, elle n'est pas conforme au droit français. Soit c'est du droit français, soit c'est pas du droit français. Si c'est du droit nigérien, ok. Mais à ce moment-là, n'envoyons pas l'OFPRA ou laissons le boulot au HCR. Ce qui se passe en tout cas sur les bateaux qui sont sur les débarquements de bateaux, je pense que du point de vue du droit, c'est le grand Far West, puisqu'il n'y a pas de possibilité de recours. Il y a une information qui est très parcellaire, voire très embryonnaire. En plus, les personnes qui sont débarquées des bateaux sont mises dans des centres fermés, donc elles n'ont pas accès à qui que ce soit. Enfin, on ne peut pas accéder à ces personnes, quoi. Il y a personne il y a des jésuites, mais c'est tout. Enfin, il y a une organisation jésuite qui accède au centre, mais sinon personne n'accède au centre. Donc et on leur confisque leur téléphone aussi. Alors au bout de quelques semaines, parfois, on leur rend leur téléphone, mais du coup, effectivement, en termes de respect du droit et du droit au recours, c'est le degré zéro. Ouais. Je voudrais
sur la question posée par Claire, et pour compléter la réponse de... C'est moi, Hélène Gacon, à nouveau. Toujours la même. Et pour compléter, Christine, du point de vue... Alors là, je fais du droit pur, hein, mais à mon avis, la question, juridiquement, elle n'a pas d'intérêt. Parce que la CNDA juge en plein contentieux. C'est exactement comme quand on plaide à la CNDA le fait qu'un entretien à l'OFPRA, c'est où déjà Fontenay, s'est mal passé. Bah, les juges de la CNDA, ils s'en fichent complètement parce qu'ils disent bah, écoutez, maître, on est en plein contentieux et donc on n'est pas le juge de la légalité. On est là pour dire s'il faut avoir le statut ou pas. Et donc on pourrait écrire des tartines et des tartines sur tout ce qui nous semblait illégal, même au regard de directives garanties minimales de procédure et comment ça a été transcrit, etc. Mais le problème, c'est pas de savoir si c'est légal ou pas, c'est tout simplement d'accéder à un juge. À Niamey, il n'y en a pas, et on accède au juge seulement quand on arrive sur le territoire français. Donc voilà, si on était en excès de pouvoir, ce serait des moyens d'illégalité formelle, et au mieux, il y aurait une annulation, mais pour que ce soit examiné de nouveau par l'OFPRA. Mais là, la question ne se pose pas parce qu'on est en plein contentieux. C'est justement une des particularités du droit d'asile, quoi. Voilà, donc je suis désolée d'être très négative et pessimiste. N'étant pas juriste, je ne saurais parler d'excès de pouvoir, je ne parlerai pas du Conseil d'État, je ne parlerai pas de la saisine et des procédures, mais je veux dire que toute la procédure de réinstallation, qu'elle concerne les Africains, elle concerne ceux qui sont dans les MENA, c'est-à-dire en fait à l'est de l'Europe, elle est hors droit. Par exemple, au Liban, elle est totalement discriminatoire. Alors là, je ne parle même pas de l'OFPRA, je parle du HCR. Le HCR choisit, et sur quels critères? Ce sont ses critères à lui, absolument pas transparents, puisque en fait, comme le disait très justement Christine, tous ceux qui sont actuellement réfugiés au Liban, de la même façon que tous ceux qui sont actuellement réfugiés en Turquie ou qui sont réfugiés en Jordanie, sont vulnérables, sont dans des situations terrifiantes. Tous, ils connaissent en ce moment la neige, alors que les équipements ne sont pas faits pour cela. Tous. Or, pourquoi est-ce que le HCR choisit les Syriens, mais pas les Soudanais, mais pas les Irakiens, mais pas les Érythréens, parce que de cela, il y en a aussi dans ces pays-là. Et ce sont pourtant des personnes qui sont considérées comme étant effectivement susceptibles de pouvoir bénéficier de l'asile. Donc on est dans des procédures qui sont extra-normes. Alors c'est ça qu'il faut dénoncer. C'est pas juridique, c'est politique, là. Et alors je ne sais pas si ça relève d'un accord avec l'État. Je pense que ça relève de négociations avec l'État d'accueil, en fait. Plus encore qu'avec les États de réinstallation. Des négociations avec le Liban, des négociations avec la Turquie, ce qui paraît à peu près normal de la part du HCR, ou du moins dans le mode de fonctionnement historique du HCR. Mais on est hors droit. Oui, là c'est mieux. Bérangère Taxil, j'ai juste une précision que j'aimerais apporter sur les navires, parce que c'est pas complètement le Far West quand même, dans la mesure où on a évoqué tout à l'heure le cas des navires commerciaux qui ramènent les migrants en Libye. Et là, il faut quand même se rappeler qu'on n'a pas forcément besoin de passer par le droit des réfugiés et par le non-refoulement. En droit de la mer, qui lie tous les capitaines de navires, quel que soit le statut du navire, en droit de la mer, il y a une obligation de débarquer les personnes en lieu sûr, et qu'il est évident que la Libye n'est pas un lieu sûr. Par ailleurs, les capitaines de navires sont sous la responsabilité des États du pavillon, et les États du pavillon ont l'obligation de faire respecter le droit international à leur égard. Donc là, il y a au contraire, sur les capitaines de navires, des navires commerciaux, il y a une double obligation qui pèse et qui vient tant du droit de la mer que du droit des réfugiés, et qui peut entraîner la responsabilité de l'État. Donc, la saisine par les victimes qui s'en sortiraient, la saisine des juridictions nationales, du Panama, de Gibraltar, et c'est la raison pour laquelle l'Aquarius a eu tellement de mal à trouver un pavillon. C'est ça qu'il faudrait... en fait, il faudrait qu'il y ait un recours de cet ordre-là pour que le droit soit rétabli en la matière, un peu la manière dont ça avait été fait en 2009, quand les Italiens avaient sous l'égide d'un accord avec la Libye,
refouler des migrants qui arrivaient, je crois, de mémoire à Lampedusa à l'époque. Mais parce qu'ils avaient réussi à retrouver des gens qui avaient été renvoyés. C'était les navires militaires, oui. C'est vrai que si on attend d'une cour au Panama la protection des demandeurs d'asile, on arrive quand même à un point de non-retour, je pense, de l'effectivité du droit. Voilà, c'est peut-être une manière de conclure qui peut paraître un peu cynique, mais Daniel Lochac s'était essayé au cynisme, mais c'est vrai que si en deux mots, si externaliser les procédures, ça n'abaissait pas les droits, ça ne servirait à rien d'externaliser, et ça fait quand même des années qu'on se heurte au fait qu'à partir du moment où les procédures sont externalisées, on ne trouve pas les instances en droit pour casser ces procédures. Or, c'est bien l'objectif de départ, donc c'est pas un serpent qui se mord la queue, on peut aller regarder dans le détail tout ce qui serait supposément possible de saisir une cour à Panama ou que sais-je ailleurs. L'objectif, c'est justement qu'on ne puisse plus saisir facilement une cour qui pourrait rendre éventuellement un avis qui soit protecteur. Et il me semble qu'on est là bien au cœur de l'externalisation, et si la réinstallation ne participait pas de cette logique à l'origine, il me semble que les missions foraines telles qu'elles sont organisées aujourd'hui, que ce soit en pleine conscience des acteurs ou au contraire sous couvert d'une action humanitaire des acteurs, elles s'inscrivent dans un système où de plus en plus de procédures sont externalisées et de moins en moins de personnes, en proportion, peuvent accéder de plein droit à une cour qui pourra défendre leurs droits, même les plus reconnus. Donc je crois qu'il y a déjà pas mal de mouvements, donc on va conclure la table ronde. Je donne la parole à Jean pour qu'il puisse faire notamment les remerciements du Oui, pour remercier tout le monde, les intervenants, ceux qui sont venus toute la journée, et en guise de remerciement pour vous inviter à un petit pot dans le hall. Bonne soirée à tous.